Alors, je suis très heureux parce qu'il y a ma maman qui vient de rejoindre les participants de cette webconférence. Donc, très heureux. J'espère elle se reconnaîtra dans beaucoup de très très bonnes pratiques parentales qu'elle a exercées sur moi-même et qui fait que je suis la magnifique personne que je suis aujourd'hui. Merci, maman. Euh, alors, donc bienvenue dans cette conférence sur les 4 clés pour construire une relation de confiance avec l'enfant. Donc, le contexte de cette conférence, c'est qu'on est en train d'organiser un festival du 6 au 10 juillet qui s'appelle le Festival Enfance et Liberté. Et puis l'idée, c'était de donner un avant-goût du genre d'échange qu'il y aura pendant ce festival. Euh, je vais juste sur l'aspect technique nommer Nathalie co-hôte. Comme ça, elle pourra, une fois que les personnes qui arrivent en retard, elle pourra les admettre à ma place. Et je vais pouvoir me concentrer du coup sur voilà, les 4 clés que j'aurais envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc, moi, mon expérience, donc d'où je parle, c'est depuis une expérience d'une dizaine d'années dans l'éducation démocratique. Donc, avant ça, j'étais professeur enseignant au collège, lycée pendant quelques années, avant de me rendre compte que voilà, justement, le contexte scolaire était quand même peu propice justement à créer des relations vraiment authentiques et d'apprentissage avec les enfants. Et qu'il y avait on va dire des choses qui, au niveau même structurel, ne correspondaient pas, moi, à ce dont je me suis rendu compte était ma philosophie éducative profondément, qui était principalement voilà, de permettre aux enfants de se dédier à leurs talents, aux endroits où ils prennent vraiment du plaisir à apprendre et où ils peuvent apprendre à leur rythme et faire leurs propres choix. Et donc, j'ai découvert les écoles démocratiques. Ça m'a amené à un merveilleux voyage où j'ai appris énormément sur moi-même, sur le monde et sur les enfants en particulier. Euh, et puis cette expérience, plus concrètement, ça a été donc d'initier l'école dynamique, qui est une école démocratique à Paris, qui a été une des premières écoles démocratiques du mouvement en France. Et cette école a été un peu particulière parce qu'elle a vraiment provoqué une sorte de petit raz-de-marée pendant quelques années où il y a plein, plein, plein d'écoles démocratiques qui se sont montées en France voilà, en s'inspirant du travail qu'on avait fait. Et ce mouvement, il s'est structuré en une association qui s'appelle EDEC France pendant encore un petit moment et qui va bientôt changer de nom. Et qui est la communauté européenne de l'éducation démocratique. Et donc, j'ai été aussi à l'initiative de créer voilà, une dynamique de réseau autour de toutes les écoles démocratiques pour qu'il y ait du co-apprentissage. On organisait régulièrement, 2 à 3 fois par an, des forums ouverts, voilà, des événements nationaux. On échangeait énormément de connaissances. Donc, non seulement il y a cette expérience de l'école dynamique, et en plus celle d'interagir avec tout un réseau d'écoles. Et aussi à mon niveau personnel, d'être papa d'un jeune de 9 ans voilà, qui a été à l'école démocratique juste l'année dernière, mais sinon avant ça, il n'a pas été à l'école. Et il a grandi dans un écolieu collectif que j'ai co-créé, qui s'appelle l'éco-village de Pourgue, et qui est justement fondé sur les principes de l'éducation démocratique, donc où les enfants étaient libres de grandir en choisissant ce qu'ils font au cours de leur journée. Et, euh, et où il y a toute une dynamique de coopération avec les enfants pour déterminer ensemble les règles de vie commune, quoi. C'est une des bases de l'éducation démocratique, c'est de co-créer notre cadre de règles et de leur application ensemble, quoi. Donc, inspiré de l'expérience initiale de Summerhill qui existe depuis plus d'un siècle maintenant en Angleterre et qui a inspiré, on va dire, le mouvement mondial des écoles démocratiques. Voilà un peu pour vous dire d'où je viens et du coup, je ne vais pas passer cette conférence à parler de ce merveilleux mouvement des écoles démocratiques, mais plutôt de choses plus fondamentales qui ont à voir avec la relation avec l'enfant elle-même. Parce que finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quel que soit on va dire, le système éducatif ou scolaire dans lequel on évolue, euh, finalement, le plus important, c'est quel genre de dynamique relationnelle on cultive avec les enfants et qu'est-ce qui leur est transmis justement de par ce type de dynamique relationnelle. Euh, voilà, et pour vous résumer, les 4 clés que j'ai envie de vous transmettre, la première, c'est plutôt d'entrer dans le monde de l'enfant avant de vouloir l'amener dans le nôtre. La deuxième, c'est d'incarner ce qu'on souhaite transmettre.
La troisième, c'est découvrir qui est l'enfant au lieu de vouloir fabriquer qui il devrait devenir. Et la quatrième, c'est de sortir du rapport de domination éducative. Voilà un peu ce que j'ai tiré un peu comme résumé, on va dire, et puis je voulais rentrer dans le détail de chacune d'elles, et après avoir un temps plus participatif, où il y a des partages de témoignages aussi. J'imagine qu'il y a des personnes participantes qui sont assez expérimentées en la matière aussi, et qui pourront aussi intervenir pour partager des exemples et des témoignages. Donc la première, bon, je me suis pas mal inspiré de ce que Peter Gray nous dit, hein. Donc Peter Gray qui est un chercheur sur euh, voilà l'enfance et en quelque sorte l'anthropologie de l'enfance, j'ai envie de dire. Il a écrit un livre qui s'appelle Libre pour apprendre et où il fait l'éloge du jeu libre en particulier comme le vecteur d'apprentissage le plus puissant qui existe chez tous les mammifères, et y compris chez Homo sapiens, et qui est souvent dans notre culture considéré comme on va dire un moment frivole entre deux vrais moments où l'enfant apprend des vrais trucs. Et là, Peter Gray nous invite à attention à questionner ça et à voir que si la nature nous a doté du jeu libre, qu'elle a une fonction en fait de non seulement d'équilibre psychique, mais aussi d'épanouissement et d'apprentissage des choses vraiment essentielles à la vie. Et donc cette première clé où je parle d'entrer dans le monde de l'enfant avant de vouloir l'amener dans le nôtre, et ben, Peter Gray nous recommande de jouer avec nos enfants. Voilà, ça a peut-être l'air d'être une porte ouverte, genre béga évidente que je suis en train de pousser, mais en fait, je constate que quand même beaucoup d'adultes, de parents ne jouent pas vraiment avec leurs enfants. Et, euh, et qui, et qui a comme une supposition que bah, le jeu, c'est le monde des enfants, et les enfants jouent entre eux, et c'est très bien d'ailleurs, et c'est important qu'ils jouent. Mais par contre, le fait de, on va dire, euh, voilà, mettre son côté un peu trop sérieux de côté par moment et de vraiment rentrer dans la dynamique des enfants et de jouer avec eux, même si ça peut être un effort, c'est vraiment bénéfique pour créer cette relation de confiance avec l'enfant et on va dire, de modérer, de nuancer ce côté un peu naturellement descendant qu'il peut y avoir dans la relation adulte-enfant. Parce que là, on est vraiment pour le coup ensemble dans une expérience où on est en train de soit co-inventer, soit de respecter les mêmes règles ensemble. Et c'est le moment aussi où se développe aussi tout un jeu d'adaptation, où bah, l'enfant il est tiré vers le haut et puis il essaye d'imiter l'adulte et d'atteindre le niveau de faculté dont il est capable. Et puis euh, l'adulte ou les plus grands enfants, souvent c'est le cas, bah, développent aussi des capacités bah, d'empathie, d'adaptation, de continuer à rendre le jeu amusant malgré le fait qu'on a des facultés différentes pour y jouer. Euh, et en dehors de jouer avec l'enfant, quelque chose qui me semble assez important, c'est de faire l'effort aussi de s'intéresser réellement à ses centres d'intérêt plutôt que voilà, de venir avec sa propre idée de ce qui devrait être intéressant de faire ou d'apprendre ou voilà. Euh, et ouais, et se laisser surprendre que, ah bah tiens, l'enfant s'intéresse à ceci, cela, bah, allez quoi, je rentre dans son monde et on est dans un univers où on échange, où on apprend à se connaître, on co-évolue ensemble dans la famille. Et, euh, et de laisser une part, j'ai envie de dire, du leadership de l'enfant, de aussi bah, déterminer quels vont être les centres d'intérêt de la famille et que c'est pas que aux parents euh, voilà, de déterminer ça. Hum. Donc voilà une première clé déjà qui ouvre à beaucoup plus de coopération, de confiance et on va dire de rapport d'égalité, d'horizontalité. Ensuite, la deuxième clé que je voulais vous transmettre, c'est incarner ce que l'on souhaite transmettre. Euh, donc là aussi, il y a beaucoup de posture un peu acquise de transmettre de manière explicite et par l'explication des choses à l'enfant, de poser des cadres, de poser des règles et de les réexpliquer, de les expliquer avec toute la logique, ce qui est une nécessité et qui est grandement complémentaire au fait d'incarner sa parole et d'incarner soi-même en fait ce qu'on souhaite transmettre. Et de faire attention aux zones où il y a une forme de dissonance cognitive. Après, on peut toujours essayer de se la justifier et de l'expliquer, mais un exemple que j'aime bien employer dans ce genre de choses, c'est le rapport aux écrans.
Ce que je constate, c'est que énormément de parents imposent des règles en termes d'utilisation d'écran à leurs enfants et même leurs ados, voire grands ados, en étant extrêmement loin de les respecter elles-mêmes. Voilà, des parents même qui peuvent jouer aux jeux vidéo, qui peuvent passer un temps incroyable à faire toutes leurs recherches sur Internet, à regarder des vidéos en veux-tu, en voilà sur YouTube pour s'informer, pour découvrir plein de choses et tout. Et ben, il s'avère que les enfants font la même chose, mais qu'on a un regard très méfiant sur les écrans et qu'on a voilà, des craintes et des doutes par rapport aux impacts sur la santé mentale. Et je veux dire, ça peut être justifié d'avoir ces doutes. Si après avoir passé une journée entière devant les écrans, on constate que l'enfant a beaucoup plus de mal à réguler son système nerveux et ses émotions et qu'il a tendance à être complètement explosé et fatigué après cette expérience-là. Et je parle d'expérience, ça arrive avec, avec mon fils parfois où je vois que, ah oui, là, il y a eu presque abandon parental et maltraitance par négligence. Donc, voilà, je suis pas en train de dire que juste laissons l'enfant complètement libre, sans aucune limite et tout ça. On est aussi là pour veiller à leur santé et leur sécurité. Mais après, purement sur l'aspect, dans la création de la relation avec l'enfant, euh, je questionne le fait d'imposer un cadre extrêmement strict, par exemple sur les écrans, si soi-même on fait exactement l'opposé. Parce que l'enfant, bah, il apprend par imitation et il veut ressembler notamment à ses parents qui sont ses premiers rôles modèles et il va s'inspirer d'eux. Et donc, si les parents sont en train d'utiliser des ordinateurs tout le temps, bah, il va se dire, mais en fait, l'ordinateur est un outil essentiel à la vie et il faut que j'apprenne, il faut que j'utilise, il faut que je me familiarise, etc. Et tout ça se passe de manière complètement automatique et inconsciente. Et voilà, du coup, si la politique c'est zéro écran, bah, j'aurais envie de dire pourquoi pas. Mais du coup, ça veut dire que si c'est cohérent avec l'environnement familial et qu'on grandit, je sais pas, dans un environnement super écolo, où il n'y a même pas d'écran à la maison et qu'en fait on sort tout le temps, qu'on est au contact de la nature et tout, pourquoi pas? Moi, j'ai vu aussi des familles être très cohérentes dans cette démarche et j'ai envie de dire super. Mais moi, j'aurais vraiment beaucoup de mal, rien que vis-à-vis euh, d'être cohérent avec moi-même, d'imposer des règles aussi strictes à mon fils. Et il s'avère que, pour revenir à la clé numéro une, je joue énormément aux jeux vidéo avec mon fils et c'est un moyen extrêmement puissant de créer du lien. Et parce qu'après, c'est pas que jouer au jeu lui-même, mais c'est après les heures de conversation qu'on a par rapport à ce jeu. Et puis d'explorer tous les personnages et leurs forces et leurs faiblesses. Et en fait, en parlant du jeu, on parle de la vie, on parle de plein de choses. Voilà. Et c'est aussi une manière d'être au contact du monde de l'enfant et de ce qui l'intéresse vraiment lui. Et, euh, et voilà, moi j'ai eu des grands moments où mon fils me dit des grands je t'aime, tout ça. Et comme par hasard, bah, c'est après avoir passé un moment à avoir une super conversation à propos de Brawl Stars ou juste après, juste après avoir joué à Brawl Stars, quoi. Donc, voilà, quelque chose euh, qui peut être une clé si vous avez jamais activé ça dans votre vie, voilà, d'essayer de rentrer en fait en relation avec votre enfant de cette manière-là, ça peut être quelque chose voilà, qui peut fluidifier les rapports. Hmm, est-ce que j'ai dit ce que j'avais envie de dire là-dessus? Oui, plus ou moins. Euh, donc récemment, j'ai partagé une vidéo sur les réseaux sociaux justement pour faire un peu la pub de cette webconférence ce soir, qui était sur cette troisième clé, découvrir qui il est au lieu de fabriquer qui il devrait devenir. Là, pour le coup, c'est assez difficile d'échapper à ce conditionnement tellement il est puissant dans notre société, et notamment pas que par les attentes parentales j'ai envie que mon enfant, je sais pas, me ressemble ou fasse mieux que moi à l'avenir. Il y a des espoirs d'ascension sociale souvent et qui peuvent être très louables, hein. On a envie que nos enfants aient une meilleure vie que la nôtre, on a envie que, on va dire, de génération en génération, ça progresse quelque part. Et ensuite, c'est doublé des attentes assez explicites de l'école où on met les enfants en compétition pour avoir la meilleure place possible socialement et économiquement. Euh, je veux dire, l'école n'est pas que un lieu où on apprend des choses académiques. Il y a tout un implicite qui est, bon, bah, on est là dans une sorte de grande compétition nationale de qui va décrocher les meilleures places.
et où est-ce que je vais me placer dans la pyramide sociale au final. Et il y a clairement des choses explicites, qu'il y a des niveaux, il y a des classements, il y a des choses comme ça qui sont dans la culture, qui sont dans la structure même de l'éducation scolaire conventionnelle. Et, euh, et du coup, qui induit forcément bah, certaines attitudes, certaines croyances, une certaine culture vis-à-vis de la vie en général, hein. Euh, qu'il y a des gagnants, des perdants, ce genre de choses, voilà. Et qu'est-ce que ça crée du coup dans la relation enfant-adulte que toute cette histoire? Bah, mine de rien, c'est de charger, probablement même surcharger l'enfant avec tellement d'attentes en matière d'une certaine vision de la réussite qu'on en oublie presque au fait, mais qui es-tu? Qu'est-ce que c'est quoi ce à quoi t'aspires toi vraiment dans la vie? Euh, et je pense à énormément de profils, notamment d'enfants qui sont pas trop dans l'abstraction, dans les, je sais pas, dans les maths, dans les choses intellectuelles et tout ça, et qui sont à fond dans le corps, quoi, qui ont cette forme d'intelligence qui est beaucoup plus reliée, on va dire, à la terre, au concret, à l'action, au mouvement, quoi. Et ces enfants-là, bah, leur dire ce qui est attendu de toi, c'est t'asseoir derrière un bureau et de faire des exercices scolaires, et c'est ça la panacée de l'apprentissage, et c'est comme ça que tu vas devenir quelqu'un. Il y a quand même enfin, dans cette évidence établie quelque chose de quand même particulièrement violent pour beaucoup de profils. Et donc là, je vais pas du coup prêcher on va dire la paroisse de l'éducation démocratique ou du unschooling, mais en tant que voilà parents euh, si des parents ont un enfant qui est on va dire davantage inséré dans le système conventionnel, euh, une idée pour on va dire, contrebalancer les effets potentiellement, bah, ces attentes déjà extrêmement lourdes qui viennent du système scolaire, c'est, bon, il y a tout ce temps qu'on passe quand même en dehors du système scolaire et qu'est-ce qu'on en fait? Et si pendant ce temps-là, il y a une surcouche d'attente qui est, bon, est-ce que tu as fait tes devoirs? Bon, quand est-ce que tu auras des meilleures notes et tout ça, et que l'attente scolaire est aussi quelque chose qui est en plus présente dans l'ambiance familiale, là, j'aurais envie de vous poser voilà, d'interroger ça et de vous poser des questions. Et en particulier, si, là, j'ai pris un exemple, hein, mais un enfant qui est vraiment dans le corps et qui est plutôt dans la matière et qui aime faire des choses avec ses mains et tout ça, j'aurais une grosse recommandation déjà de valoriser ça, de nourrir ça et même voilà, d'ouvrir. Son esprit à, bon, bah, si mon enfant s'intéresse à ceci, cela, si je le découvre en fait comme ayant plutôt ce profil-là, eh ben, bah déjà, voilà, lui donner tout l'amour et l'aimer en fait avec tout ce avec quoi il vient et plutôt que d'aimer une version idéalisée de ce que vous aimeriez qu'il devienne, c'est un peu la clé que j'essaye de transmettre. Et, et une fois qu'on porte un amour sincère à tout ce qu'on apprend à découvrir à propos sur l'enfant, ça nous amène naturellement bah, à ouvrir, à l'accompagner là-dedans et à ouvrir des opportunités pour qu'il s'épanouisse en fait dans ce qui lui fait du bien, tout simplement. Euh, voilà, et peut-être de viser davantage le but de l'épanouissement que celui de la réussite, s'il fallait un peu renverser un des mots-clés qui est souvent utilisé. Euh, Ouais, il y a des systèmes de valeurs qui existent qui, con- qui se basent sur le fait de faire des enfants des sortes de bêtes de concours et des exemples de réussite et tout, hein. C'est quand même toujours assez existant. Et, euh, et voilà. Est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment le but quand on voit à quel point toutes ces personnes qui passent à côté de leur vie, qui font des burn-out, qui finissent par se rendre compte qu'ils passent à côté de leur vie et tout ça, et qui, moi, de mon intuition, de mon point de vue, est quand même une résultante assez logique d'avoir, voilà quoi, euh, accompagné les enfants dans un tunnel d'attente, de réussite, et qui est très spécifique et qui a une certaine voilà, vision assez biaisée de la réussite, quoi. Euh, et puis la dernière clé dont je voulais parler, c'était sortir du rapport de domination éducative. Et ça, c'est
quelque chose d'assez sensible parce que j'ai quand même eu des allers-retours là-dessus, en me disant qu'il y a des moments où j'étais allé quand même un peu trop loin dans la création d'un rapport d'horizontalité avec l'enfant, au point que ça en arrive presque euh, à nier le fait que bah, j'arrive avec comment dire, un certain rôle aussi de garant, voilà, d'autorité parentale. Et je pense qu'il y a un moment donné, je suis peut-être allé trop loin dans le nier cette partie-là de mon rôle en tant que parent. Mais ceci étant, ça a eu énormément de valeur pour moi de déconstruire partout où il y a des rapports de domination adultiste dans le sens, voilà, on va dire, comme il y a presque le parallèle qui est intéressant, c'est de prendre le sexisme ordinaire, donc de voir comment les femmes, de manière ordinaire, en fait, sont toujours considérées comme presque des moindres personnes que les hommes de plein de manières subtiles, en fait, et dont on se rend difficilement compte, et même s'il y a quelque chose qui est en marche pour voilà, identifier tout ça, le nommer, et puis se rendre compte, en fait, à quel point il y a un sexisme ordinaire conditionné. Et ben, il y a une thèse comme quoi il y a aussi un adultisme conditionné qui est là et qui consiste, bah, j'ai envie de dire, la- l'exemple le plus direct qui me vient, c'est manquer de prendre la parole de l'enfant au sérieux et en rire assez banalement, par exemple, voilà, plutôt que de le considérer comme un réel partenaire de vie, de conversation, on est ensemble dans une communauté, on essaye de co-gérer quelque chose ensemble. Il y a quelque chose de, non, la parole de l'enfant, enfin, clairement, elle a moins de valeur, quoi. Et ça, il y a comme une évidence qui est tellement installée que bah, l'enfant va aussi apprendre ça, bah, ma parole n'a pas vraiment de valeur, tout ça, tout ça. Et, et voilà, et après, bon, je vais pas rentrer dans des violences éducatives qui sont, je pense que c'est pas trop le thème de cette conférence, mais là, je vous inviterai à écouter le podcast C'est qui commande, qui a été vraiment extrêmement instructif pour moi. Et bon, il y a des moments, vraiment, ça a été très touchant et ça m'a fait monter les larmes et tout ça, des témoignages d'enfants qui ont été récoltés et de parents, d'éducateurs, tout ça. Et beaucoup sur le thème des violences éducatives. Et puis voilà, si vous voulez vraiment aller loin dans ce sujet, je vous invite à rentrer dans ce podcast. Moi, je pense que voilà, l'aspect auquel je voulais sensibiliser ce soir, c'est voilà, quand je suis en interaction avec l'enfant, est-ce qu'il y a moyen que je me place davantage dans une posture de le considérer comme une personne à part entière et de me dire, OK, si j'avais une personne bah, qui est arrivée chez moi et où bah, a priori j'ai envie qu'on s'entende bien, qu'il y ait une bonne, qu'on aborde la relation d'une manière saine, qu'il y ait une chance que ça se transforme potentiellement en une relation de coopération ou d'amitié ou que sais-je, si je suis dans cette posture-là, bah, je vais être dans l'effort de trouver un équilibre permanent pour que voilà, personne ne prenne le dessus sur l'autre à aucun moment. Euh, je conçois à quel point ça peut être difficile d'avoir cette attitude-là, on va dire, de manière constante avec un enfant, mais c'est l'invitation. Et si, voilà, et si voilà, je prenais ce regard un peu différent de se dire, hey, en fait, j'ai affaire à une personne avec qui j'ai envie de relationner. Et, et si et si je mettais la même dose d'effort en termes de respect mutuel que ce que je mettrais dans une relation que je serais en train de nouer avec un adulte, quoi. Voilà. Et ça, c'est déjà, je trouve, une très bonne première approche pour déconstruire tout un tas de rapports de domination dont moi, je me suis rendu compte peu à peu en me posant régulièrement cette question. Ah ouais, tiens, là, je pense qu'avec un adulte, non, je me serais jamais permis de m'adresser de cette manière-là comme ça. Enfin, ouais, il y a comme une facilité comme ça de s'adresser avec une certaine dose de violence, j'ai envie de dire, avec les enfants. Et non, non, je ferai pas ça, quoi. Et donc moi, bah, quand ça m'arrive, bah, tout comme je le ferais avec un adulte, en vrai, je dis, ah bah oups, pardon, là, je me suis un peu emporté, désolé, enfin, je fais un petit mea culpa, enfin bref, on régule la relation, quoi. Alors que dans une relation avec l'enfant, on pense qu'on peut juste voilà, laisser la tension en suspens et c'est pas grave, de toute façon, bah oui, vu que j'ai le pouvoir, j'ai tous les, enfin moi, tous mes besoins de sécurité sont évidemment
assouvi. Euh, mais voilà, beaucoup d'enfants vivent dans une insécurité permanente, d'être potentiellement menacés, potentiellement humiliés, potentiellement repris, recadrés en permanence, d'avoir tout le temps en fait un contrôle au-dessus de leur tête qui peut arriver à tout moment, parfois de manière arbitraire et excessive et émotionnellement dérégulée d'ailleurs. Et voilà, c'est pas questionné à aucun moment que l'adulte aurait eu tort là de se comporter de cette manière-là, parce que c'est l'adulte, c'est la personne qui est responsable. Voilà. Donc moi, au contraire, j'invite à l'humilité et de se dire, OK, en fait, on peut se tromper aussi, hein, et c'est OK de l'admettre. Et ça va pas faire de l'enfant quelqu'un qui va complètement perdre la notion d'autorité si à des moments on lui admet, bon, bah là, j'ai déconné. C'était pas franchement cool la manière avec laquelle je me suis adressé à toi tout à l'heure. Et voilà, quoi. Ah ouais, bon, bah OK. Voilà, la relation continue. Et on apprend à se connaître et on résout nos tensions ensemble. Voilà, donc je suis un grand promoteur quand même d'essayer de cultiver un maximum de rapports d'horizontalité. Voilà, avec la grosse nuance, encore une fois, que je suis aussi quand même responsable de sa sécurité. Donc si à un moment donné, il y a des choses qui sont voilà, immédiates de sécurité qui sont en jeu, bon, bah là, j'impose le cadre, je fais quelque chose pour que le besoin premier de sécurité soit préservé. Mais il s'avère que, il me semble que dans une grande, grande, grande partie des interactions où des adultes peuvent être très durs avec les enfants, il n'y a aucun besoin de sécurité immédiate qui est assouvi. Voilà. Juste des émotions qui sont dérégulées et des attitudes et des comportements qui vont trop loin et pas de rattrapage derrière. Donc ça, voilà, une invitation à le questionner pour créer une relation de confiance avec toute personne, j'ai envie de dire, et notamment avec l'enfant. Et ben, ouais, ça nécessite de se remettre en question, d'admettre ses erreurs, voilà, de faire preuve d'humilité, ce genre de choses. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire là. Je suis assez content de moi d'avoir pris une trentaine de minutes parce qu'après je voulais quand même qu'il y ait un aspect assez interactif et participatif dans ce moment qu'on passe ensemble. Euh, et voilà, j'aurais tout simplement envie de vous poser la question à certaines personnes, est-ce qu'il y a des choses qui ont particulièrement résonné? Et puis d'oser dire s'il y a des choses qui vous interrogent et avec lesquelles vous n'avez pas raisonné, voire c'est même l'opposé, bah de l'exprimer. Et puis ça créera des bons échanges, je pense, hein. Voilà. Là, je partage une expérience et des convictions, mais je suis aussi assez ouvert à entendre la contradiction et puis même à nuancer peut-être certaines choses que j'ai dites. Voilà. La parole au centre. Il faut réinstaller le son Oui, on t'entend, Marie. par te marier. Marie, oui, on t'entend bien. Marthe Marie. Marthe. Ah, Marthe Marthe Marie, pardon. Marie. Ouais. Marthe Marie. Mm. Ouais. Mais tout le monde n'a pas. Tous les sons sont coupés encore. Oui. Et là, c'est toi qui as la parole et tu peux Oui, mais partager ce que tu je souhaites. ne vais pas monopoliser la parole. Si tu as quelque chose à exprimer, tu peux le faire. L'espace est ouvert pour qui veut. Mais voilà. Donc, en ce qui concerne le jeu, euh, bon, tu as parlé des jeux vidéo, mais moi, je pensais aussi aux jeux de solidarité où on joue pour gagner tous ensemble. Et je trouve que ça sous-entend euh, de sortir de la compétition et de gagner contre l'autre. On gagne ensemble. Tu connais les jeux de solidarité? Oui, C'est on appelle ça les jeux coopératifs. Mm. coopératif, oui, c'est ça, jeu coopératif. Donc ça, je voulais dire. Alors, en ce qui concerne découvrir qui est l'enfant, et il me paraît vraiment, mon travail, c'est le travail depuis des années sur les besoins vitaux. Et Mm. dans qui est l'enfant, il me paraît important d'être à son écoute au niveau de ses besoins vitaux, qui sont, qui sont de tous ordres, qui sont pas que physiologiques, qui sont aussi psychologiques, émotionnels, intellectuels, spirituels même. Donc voilà, découvrir qui est l'enfant et être à l'écoute de ses besoins. Parce que
Par exemple, j'ai travaillé avec des jeunes sur le besoin de boire, qui est un besoin parmi une bonne cinquantaine. Le fait de parler du besoin et d'être entendu dans son besoin, ben ça, c'est comme une porte qu'on ouvre. Ah oui, mais madame, on n'a pas accès à l'eau. Oui, mais la qualité de l'eau, etc. Donc, on ouvre aussi une porte à partir des besoins. Mais c'est de voir aussi avec l'enfant quel est son besoin au moment même, peut-être. Voilà. Je crois que c'est ça que je voulais surtout dire. Pour le reste, Merci c'est super, je beaucoup. suis d'accord. Merci Ouais, merci pour ce que tu partages ici. Enfin, les apports de la communication non violente, d'ailleurs, sont assez aussi. Voilà. importants là-dessus, Oui, qui est une approche qui consiste en gros à, on va dire, descendre oui, voilà, de tout ce qui est cérébral et tout, parce qu'on est beaucoup dans le cérébral, en fait, quand on oui, c'est communique. ça. Et puis, en fait, de descendre au niveau des sentiments et des besoins et de traduire, en fait, les histoires qu'on se raconte en quels sont les sentiments et les besoins vitaux qui sont en jeu. Et Les la besoins vitaux, demande comme tu dis, aussi. ou Oui, les besoins fondamentaux. oui. Mon Et en petit-fils, fait, oui, c'est tout aussi important d'être à l'écoute des besoins des enfants et de tenter de les traduire et voilà, de les identifier et d'être au contact c'est de ça. ça, Avec de les eux. nommer pour, voilà. Oui, Et, et pour justement créer une relation de confiance avec l'enfant et sachant oui, qu'il c'est apprend ça. par imitation C'est ça. et sachant que la CNV est quand même une super manière aussi de déconstruire les rapports de domination. Donc là, il y a un peu tout à la fois dans Oui, l'approche de la CNV. c'est ça. Le fait aussi, ce que je voulais compléter par rapport à ce que tu dis, le fait d'incarner ça aussi soi-même Et c'est ça. C'est ça. et d'exprimer à l'enfant, C'est plutôt besoin. que juste de poser, par exemple, Bien une sûr. règle ou un cadre qui est nécessaire. Ok, Bien mais sûr. pourquoi en fait? Bah, Oui, pourquoi? Parce qu'il vient d'un besoin, en fait, il vient d'un besoin essentiel du parent ou de l'adulte, c'est qui a ça. peut-être un besoin de sécurité et qui est perturbé par, Tout à à un fait. moment donné, un comportement, quelque Oui, chose voilà, qui est perturbé. oui, Et si je me relie moi-même déjà, je prends le temps de me donner un peu d'empathie et de me relier à mon besoin et d'exprimer en premier lieu mon besoin avec l'enfant, après on peut co-construire ensemble des stratégies et des règles qui permettent à tout le monde de s'y retrouver et de faire du gagnant-gagnant. Donc c'est ça oui, aussi l'essence de créer une relation de confiance, c'est que les besoins de chaque soient écoutés et pris en compte et de l'enfant et de l'adulte, quoi. Et donc c'est pas non plus une sorte de renversement comme ça du pouvoir et c'est tout pour l'enfant et l'enfant c'est le roi et ça y est, on va répondre à ses besoins et on va l'écouter, on non, va c'est passer tout ça. notre temps à l'écouter et tout. Et au contraire, c'est vraiment c'est jouer à ce jeu d'équilibre Oui, qui est que on est un collectif en fait, la famille et où chaque personne a ses besoins qui sont en jeu et il y a des tensions, on se frotte, ok, comment on fait pour vivre ensemble je dans un peux, espace où chacun a des besoins différents. oui, je peux parler de mes enfants. Donc, j'ai élevé mes enfants comme ça. Et ce qui s'est passé, c'était vraiment une relation de confiance. Ils savaient qu'ils avaient rien besoin de me cacher. Ça a été vraiment loin parce qu'ils savaient que j'étais là pour les accompagner dans, vers plus d'autonomie et pour les aider à identifier leurs besoins, la satisfaire de manière adéquate, quoi, dans un contexte, dans le contexte dans lequel ils étaient. Et mon petit-fils, un jour, m'a sorti, Bonne maman, OSBD. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Observer, euh, quel sentiment est-ce que ce fait m'inspire? Quel besoin derrière les sentiments? Et quelle est ma demande? Et donc, je trouvais ça formidable. Il était encore assez petit, hein. Il avait 8 9 ans, quoi. Il m'a dit ça Excellent. à l'école. Voilà, Mm. Merci, Marc-Marie. avec plaisir. Merci aussi. Ton prénom, c'est comment? Moi, c'est Ramin. Rami. Merci, Rami, Mhm. pour tout ce que tu as expliqué. Voilà. Merci de m'avoir permis de m'exprimer aussi. Avec plaisir. Bonjour à tous. Bonjour, Perrine. Euh, Moi, j'ai un questionnement par rapport à l'adultisme et au rapport de pouvoir avec les enfants, qui est la positionnement de ma fille quand je lui laisse beaucoup de place pour exprimer tous ses besoins et ses désirs. Et j'essaye d'exprimer les miens, mais parfois, c'est sa nounou qui, quand elle avait 3 ans, qui lui a appris ça, qui a dit, ça me fait penser au podcast que tu as dit tout à l'heure, parce que ça s'appelle C'est qui commande? Parce que souvent, en fait, c'est elle qui commande dans la maison. Et après, ça fait un rapport de force à vouloir tout le temps dire, bah non, c'est pas toi qui décides de nous, en fait, tu décides pas de ce qu'on va faire nous, ta mère, tes frères.
Et ça, c'est un peu compliqué, je trouve, quand on essaye de pas avoir du pouvoir sur nos enfants. Je trouve ça compliqué que ce soit pas eux qui aient du pouvoir sur nous, ou en tout cas qui nous imposent leurs désirs. Voilà, c'était ça ma question. J'aime beaucoup ta question et je vais ouvrir pour que d'autres y répondent. Après, je trouve que ça lui donnera encore plus de... Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple hyper concret qui t'a touché là récemment et qui a été vraiment challengeant pour toi? Oui, il y a pas longtemps, on voulait aller au lac. Elle voulait aller au lac. Moi, j'étais indécise. Mon compagnon était indécis et mon fils voulait pas y aller. Et elle a essayé de nous convaincre avec tous ses arguments et tout ça. Donc, on l'a fait patienter pendant 2 heures et après, on y allait tous ensemble. Mais mon fils s'est forcé. Mais pendant 2 heures, c'était compliqué parce elle nous saoulait en fait. C'est quand qu'on y va? C'est quand qu'on y va? C'était pénible. Ok, c'est un super exemple. Est-ce que bah, y en a qui aimeraient partager des stratégies qu'ils ont dans ces moments-là? Peut-être que ça, c'est des choses que tu as déjà essayées, hein, Perrine, ou autre, mais voilà, ça permettra de nourrir un peu la réflexion collective. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Moi, je veux bien dire un petit truc. Dans des cas comme ça où ça pourrait être ça pourrait être un choix ou l'autre, et bon, bah, il n'y a pas tellement il y a pas tel, personne n'est vraiment prioritaire. Il y a un truc qui marche pas mal, je trouve, c'est de se dire, à tour de rôle, on a le dernier mot dans dans ce genre de situation. Et donc, par exemple, les jours pairs, c'est ton fils qui a le dernier mot, et les jours impairs, c'est ta fille. Ou l'inverse. Enfin, si on est deux, alors si on est quatre, il faut faire un peu différemment, mais parce qu'à la fin, finalement, les gens accepteraient par exemple, ton fils, il accepterait d'aller au lac si demain, bah, c'est lui qui aura le dernier mot sur ce qu'on fait. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça marche assez bien dans beaucoup de situations, ça. Le- Voilà. Merci, Guérin. C'est top. Moi, je veux bien compléter avec l'idée de qu'on fait aussi qu'on peut faire entre adultes, de finalement des fois sentir d'où ça part. Enfin, s'il y a quelqu'un qui vient avec un élan et qui amène quelque chose, ça peut être chouette de voir si on arrive à suivre l'élan et qu'effectivement le lendemain ou un autre jour on suit l'élan de quelqu'un d'autre et de se relier aux élans. Bien sûr, s'assurer que ça tourne. Voilà, ça peut être aussi suivre l'initiative quand on peut. Je ne saurais trop que vous conseiller le livre de Guilain. Oui, merci Guilain. Différents sujets. Alors, alors là, tu m'embouches un coin, mon ami. Je savais pas que tu l'avais lu. Euh, Mhm. sur cet exemple-là, j'ai aussi autre chose à dire, mais j'ai pas envie de monopoliser la parole. Je suis comme Marc-Marie. Mais il y a une grande différence entre euh, si ta fille, si ta fille, elle cherche à, comment on dit, si ta fille, elle cherche à avoir plus d'intensité dans la relation et à profiter de l'intensité de la relation, à nourrir son besoin de, de lien humain et d'être relié avec d'autres êtres humains, ou si on est dans un autre type de problème, parce que si on est dans le premier cas, en fait, c'est celui de mon point de vue. Si on est dans le cas où on essaie de nourrir son besoin d'être en lien humain, moi je pense que la règle, c'est que c'est celui qui a le moins envie d'intensité dans la relation qui a la priorité. Donc là, pour l'exemple du lac, on pourrait dire, moi, si le fait d'aller au lac tous ensemble, c'est pour nourrir ce besoin-là, celui qui a le moins envie, il aurait la priorité. Après, il y a d'autres, dans cet exemple-là, il y a d'autres composantes. Il y a aussi quelques composantes de cohabitation qui relèvent d'un autre domaine. Donc là, c'est plus la même logique. Mais en tout cas, c'est cette distinction que j'essaie de faire dans mon livre. Donc, du coup, j'en profite pour le dire. Voilà. Merci, Mika.
Voilà, j'ai mis le titre dans le chat, le livre s'appelle Souffre et fais pas chier. Moi, je voudrais Euh, ajouter quelque chose. Enfin, je sais pas si je peux le faire oui, maintenant. vas-y Gaël. Euh, je sais pas si j'ai vraiment une stratégie, mais moi, ce qui m'a frappé dans ce que Perrine a dit, c'est que elle était indécise et que son compagnon aussi. Donc, elle n'avait pas vraiment de position. Donc, c'est un peu normal aussi que sa fille, elle insiste, et qu'elle essaye de convaincre, puisque en face, il n'y a pas de position claire. Il n'y a pas de non, je veux pas y aller. C'est oui, non, je sais pas. Enfin, après, Perrine n'a pas expliqué en détail, hein, donc je peux pas vraiment savoir exactement la situation. Mais moi, c'est ça qui m'a frappé, l'indécision. Donc, je pense que quand on est sûr de ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas, c'est peut-être plus facile de se positionner et d'agir, de mettre en place ouais, une action pour oui, on va au lac ou non, on n'y va pas, que si on soi-même, on ne sait pas. En fait. Voilà. Et sinon, après, j'ai pas vraiment de stratégie à ajouter. Mais par rapport à ce que Guilain a dit, je suis pas trop sûre d'être d'accord que c'est celui qui recherche le moins d'intensité qui devrait avoir la priorité, puisque le besoin d'intensité, c'est tout autant un besoin que le besoin de peu d'intensité. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, il y a autre chose dans le témoignage de Perrine qui m'a touché, c'est l'insistance de sa fille pendant 2 heures, de revenir à la charge continuellement. Et du coup, je compatis, Perrine, ça doit être assez désagréable à vivre. Et là-dessus, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des témoignages à partager? J'avoue que j'ai pas trop l'expérience de ça, donc je saurais pas trop m'aventurer à dire des choses qui auraient plus ou moins bien marché. Comment Moi, gérer une telle situation? ça m'inspire des choses, même si je l'ai pas forcément vécu comme ça. Je partage l'avis de Gaël, effectivement, quand je ne sais pas ce que j'ai envie de faire et quand mes garçons me proposent quelque chose, c'est très inconfortable pour moi longtemps, tant que je n'ai pas choisi et j'ai beaucoup de mal à choisir. Donc ça, c'est un vrai inconfort. Et donc, au niveau des stratégies à déployer, il y a deux choses qui nous sont venues. Peut-être voir quel est le besoin derrière, aller au lac. Est-ce que c'est prendre une marche avec toute la famille, prendre l'air une demi-heure? Est-ce que c'est vraiment aller jeter des cailloux dans le lac? Et une fois que le besoin est précisé, peut-être que la stratégie peut changer. Et donc on peut juste aller marcher jusqu'au bout de la rue, courir, faire un jeu en extérieur, si c'est ça le besoin. En tout cas, j'aurais envie de creuser quel est le besoin euh, pour y mettre, voilà, déployer une autre stratégie plus consensuelle. Et si c'est juste une envie forte, est-ce qu'elle peut être décalée, reprogrammée? C'est les deux stratégies que j'utilise assez naturellement, je pense, quand il y a un conflit comme ça entre les deux. Est-ce qu'on on reprogramme et du coup, il y a vraiment quelque chose enfin voilà, c'est pas juste un non, c'est ok, regarde, là, il n'a pas envie, on n'a pas envie, on fait ça demain. Voilà ce qui m'est venu. Euh, je vais avoir envie de partager un truc, peut-être que ça va être un peu challengeant, mais dans ce que tu as nommé, Perrine, il y avait aussi un aspect que il y a tendance, alors je sais pas si c'était que au niveau de ta fille ou de tes deux enfants, mais tu parlais de ta fille à régulièrement avoir une attitude, malgré la grande écoute que vous avez de ses besoins et de la respecter et tout ça, une attitude qui consiste par moment à vouloir vraiment imposer sa volonté et avoir le pouvoir sur ce qui se passe à la maison et dans la famille et tout ça. Et, et d'avoir ce phénomène qui se produit régulièrement. Et effectivement, là où je rebondis, c'est que je questionne du coup si à quel point
l'approche que tu as avec ta fille combine bah, toute cette bienveillance d'être à l'écoute de ses besoins et aussi imposer tes propres limites avec la fermeté la plus totale qui soit, vu que c'est ta personne, enfin, c'est le pouvoir que tu as sur toi-même et c'est les limites que tu poses par rapport à ton espace à toi. Et j'ai vu des familles dans lesquelles c'était pas si clair que ça, où les adultes n'étaient pas aussi totalement au clair, même avec eux-mêmes, j'ai l'impression, avec leurs limites, et où ils avaient tendance à finalement assez peu affirmer leurs limites face aux enfants, même parfois par crainte, voilà, de justement prendre trop de pouvoir. Mais j'ai l'impression qu'on peut avoir de manière radicale et à 100% le pouvoir de poser et même d'imposer totalement ses propres limites. C'est un peu théorique et vague ce que je dis, un peu abstrait, mais bon, ça peut être relié, je sais pas, à des exemples typiques où l'enfant choisit, je sais pas systématiquement ce qu'on regarde à la télévision, hein, des trucs super simples ou qui commencent à occuper beaucoup l'espace du salon à la maison et d'imposer un certain niveau de bruit, par exemple, un niveau sonore, ou voilà, ce genre de choses très simples, hein. Et là, voilà, est-ce que l'adulte est vraiment au clair avec ses propres limites, quoi. Perrine, Alors, peut-être que c'est le moment que peut-être que tu prennes un peu la parole pour voir comment ça atterrit chez toi, tout ce qu'on est en train de partager. Oui, Ça très fait une clairement, accumulation. ça me donne beaucoup de pistes. Effectivement, j'ai un gros problème pour affirmer mes limites sans les imposer et faire de l'adultisme. Donc, elle les entend pas, donc elle essaie de négocier parce que même quand je sais ce que je veux et que je lui dis clairement, elle négocie, elle veut le pouvoir, elle veut en avoir le dernier mot. Donc, euh, donc, il y a clairement un problème d'affirmation de limites et de ne pas vouloir imposer toujours mes limites, mais c'est un travail perpétuel en tant que parent, effectivement. Ah, bah, merci. moi, ce que Ouais, vas-y, Guilain. Ramin, moi, on peut percevoir, enfin moi, c'est pas ce qui, je me suis pas dit tiens, tiens cette fille, elle cherche le pouvoir et elle exagère, etc. Euh, Moi, je pense que je vois ça comme un problème de process pour prendre une décision. Et tant que la décision n'est pas prise, bah, c'est normal qu'elle essaie d'influencer et d'insister, etc. Et donc, comment on prend les décisions chez vous? Euh, S'il n'y a pas de process clair et que ça met des heures et des heures, bah, c'est sûr que du coup, il y a du lobbying qui se fait, qui est pénible. Et donc, c'est pour ça que j'encourage à trouver un moyen de prendre des décisions rapidement. Alors rapidement, effectivement, on peut débattre, on peut regarder les besoins, on peut creuser, on peut chercher des solutions gagnant-gagnant, on peut faire tout ça. Mais à un moment, c'est pas mal de se dire, bon bah maintenant, ça y est, on a décidé, c'est non, on passe à la suite. Et du coup, de pouvoir avoir cette clarté parce on a pris la décision, un process qui respecte l'égalité des voix et des intérêts de chacun. Merci beaucoup pour cette idée, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et ce que Guilain partage, ça peut aussi limiter les phénomènes que je vois et qui peuvent être assez délétères dans l'ambiance d'une famille, c'est quand il y a des disputes récurrentes entre les deux parents sur quel devrait être le cadre, quelle devrait être la décision, tout ça, et que les enfants assistent à ça. Sachant que moi, de mon intuition et de ma perception, ils ont quand même besoin de pas mal de clarté et ils vont tout simplement, bah, s'il y a une dynamique de dispute entre les parents, alors je dis pas que c'est ce qui se passe dans votre foyer ou casse, hein, mais c'est des choses que j'ai vues, donc c'est plus pour euh, une généralité. Euh, que bah, finalement, les enfants aussi, par imitation, bon, bah, euh, vont être dans la négociation ou la contestation du cadre, parce que c'est ce qui se passe de base dans l'ambiance entre les deux parents, quoi. Donc c'est vrai que si déjà les deux parents entre eux arrivent à trouver des mécanismes pour se mettre d'accord assez rapidement sur certaines choses et pour que le cadre soit clair pour l'ensemble de la famille, de comment est-ce qu'on se décide de choses ensemble, ça peut aider, ouais. Ok, il me semble que c'est assez Ouais. mûr. On Euh, est encore. Oui.
Hmm. Oui, si c'était possible, je voulais juste. En fait, ça me fait beaucoup réfléchir à ce que tu disais sur l'exemplarité, justement. Enfin, ça me rebascule un petit peu là-dessus parce que, bon, évidemment, ton exemple d'écran m'a beaucoup parlé. Euh, et, euh, et ce que je trouve aussi, enfin, quand tu parles du cadre et qu'en effet, c'est aussi à nous d'être dans l'exemplarité, et c'est finalement, je trouve, toute la difficulté, en fait, de cette guidance parentale, si on peut dire, c'est qu'on se retrouve limité à toutes nos faiblesses. Enfin, moi, je me retrouve beaucoup dans ce manque de cadre avec des enfants qui, du coup, discutent, parce que moi aussi, je discute beaucoup, je remets beaucoup en question. Du coup, ils remettent beaucoup en question et on s'en sort pas. Il y a des fois, on a envie de dire, non, en fait, là, juste, on sort, on y va, on prend les chaussures et fin de la discussion. Et voilà, enfin, j'ai pas d'exemple ou quoi que ce soit, c'était juste pour partager un peu ce truc. Moi, je trouve que l'exemplarité, c'est ce qui me challenge le plus, quoi, parce qu'à chaque fois, ça me renvoie à tac, 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 tac. Ça, en fait, bah, toi-même, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Toi-même, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Et voilà, je trouve ça assez challengeant pour ma part. C'était juste ce partage-là. Mais sinon, merci pour tes quatre clés. C'est toujours bon ces petits rappels. Je sais pas jusqu'à quelle heure on a, mais je veux bien parler hein, d'une chose Bon, personnelle et un peu connexe. on a encore On a une encore combien? vingtaine de minutes ou même une Ah demi-heure, vu bon, qu'on a commencé en retard, ouais. ok. Euh, moi, je m'entends bien. J'ai un fils qui va avoir 11 ans. Je m'entends bien avec lui. On a une bonne relation, mais on fait pas grand-chose en vrai. On fait pas grand-chose parce que moi, ce que je fais, c'est des trucs, c'est difficile. Ce qui me fait vraiment, ce qui m'intéresse, c'est des trucs qui sont difficilement partageables. Moi, j'aime bien lire et puis être sur mon PC à faire mes trucs, euh, ou voir des gens, machin. Mais ben, c'est pas évident. On joue un peu, mais pas beaucoup. Et lui, ce qu'il aime bien, c'est être sur son PC et jouer à Minecraft. Et puis voir ses potes et machin. Mais voilà. Du coup, et d'un côté, je me dis, bah, c'est pas grave, de toute façon, il a aussi sa vie et c'est ok, je suis pas une personne, je suis pas la personne clé dans ses activités pour partager ses activités et que je suis là et que je... Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, mais est-ce que lui, enfin, est-ce qu'il, je suis pas complètement serein, quoi, voilà. Je sais pas pourquoi en plus, parce qu'il n'y a pas de signaux de danger, mais j'ai quand même un petit, ouais, putain, je passe quand même pas beaucoup de temps avec lui, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Mm. Bah, je partage le même genre de doutes et d'interrogations et tout ça par rapport au temps d'attention, de qualité et de relations que je consacre à mon fils, hein, c'est sûr. Je suis quelqu'un de très occupé, j'ai plein de projets, voilà, je suis sur pas mal de fronts, je jongle avec pas mal de balles en même temps et ça c'est on va dire un des chemins sur lesquels j'ai quand même pas mal progressé. C'est notamment grâce à Marjorie, hein, ma compagne, qui m'a quand même pas mal challengé là-dessus pour que je ralentisse, que je réduise, etc., pour que je sois plus disponible, et qui m'implorait d'avoir davantage de moments où je fais absolument rien et je suis juste disponible et à l'émergence de ce qui va se passer. Et voilà, à ce moment-là, je suis ni en train de faire mes recherches sur mon ordi, ni en train de je ne sais quoi. Et je suis au contact de ce qui émerge spontanément quand on ne fait rien, quoi. Et c'est vrai que ça a été quand même plutôt aidant comme approche, quoi, de me réserver des plages pendant lesquelles il n'y a pas la prochaine étape, le prochain mail à traiter, le prochain truc à organiser. Il n'y a juste rien, quoi. Et on est dans l'être, quoi. Mais alors ça, moi, j'arrive très bien avec ma compagne, mais avec mon fils, pas. Je sais pas comment, et je sais pas comment toi tu réussis, en fait. En vrai, difficilement, parce que c'est vrai que juste être à la maison et rien, non, on a tendance après à direct à prendre les jeux vidéo et puis à commencer à jouer. Et donc ça nécessite ouais, forcément de sortir et ouais, d'aller quelque part où, Juste un petit. enfin, d'aller se balader, quoi. Ton micro est coupé, Marthe-Marie. Ton micro s'est recoupé. Voilà. C'est bon? Oui. Moi, Oui. c'est bon là. Je voulais juste un petit commentaire pour dire que ne rien faire, c'est un besoin vital. Dans les besoins que j'ai répertoriés, je vous indique mon site si ça vous dit d'aller voir. Ça s'appelle pourlebonheur.be. 3 pourlebonheur.be. On est en train d'essayer de passer en HTTPS, donc je sais pas ce que ça va donner. On verra. Voilà.
Et je voulais poser une petite question. Si on n'a pas envie de jouer à ce que l'enfant a envie de faire, parce que peut-être tout simplement ça nous intéresse pas. On n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. On n'a pas forcément même les mêmes centres d'intérêt que notre compagnon, notre compagne, nos amis. Enfin, je veux dire, on a tous chacun nos spécificités. Donc, est-ce qu'on doit se forcer? Ouais, non, là, ce serait un peu dangereux d'aller dans cette voie-là aussi, de commencer à se mettre la pression et des injonctions à devoir forcément interagir Non. d'une manière ou d'une autre. Après, voilà, je sais pas, il y a des trucs qui me viennent aussi, des choses extrêmement simples, mais j'ai l'impression que une des tendances qu'on a aussi, et je l'ai beaucoup fait, hein, donc voilà, vraiment, c'est de considérer que les enfants n'ont pas de responsabilité dans le foyer, quoi. Donc tout ce qui est les courses, le ménage, faire à manger, etc. En fait, bon, bah, ça viendra quand ça viendra, et voilà. Et récemment, avec Marjorie, on s'est dit que non, on allait quand même davantage engager notre fils dans là-dedans, et ça fait partie de la vie de la communauté, en fait, et on forme une communauté ensemble, et il y a aussi des besoins d'équité, des besoins de base comme ça. Et mine de rien, ce ne rien faire, entre guillemets, qui consiste à déjà bah, s'occuper de chez nous, s'occuper de notre chat, s'occuper de notre manger et tout ça. Rien que ça, c'est un projet au quotidien qui crée du lien, qui a du sens euh, et où il se passe pas grand-chose de forcément super, je sais pas, où on n'est pas en tout cas dans nos occupations, quoi, j'ai envie de dire, nos occupations, nos activités, nos passions et tout ça, et on est juste dans un moment simple de vie familiale, quoi, et qui est inéluctable, quoi. On a besoin de se nourrir. Voilà, après, je sais pas si. Oui, Ouais, d'autres personnes, vas-y, Mika. Ouais. quelque chose. Oui, si c'est possible. Déjà, merci pour la conférence. Je découvre un peu tout ça malgré le fait que j'aille plusieurs enfants et qui sont déjà grands. Et du coup, comme j'ai un bébé, et bah, si on pouvait éviter de refaire les mêmes erreurs, ça serait bien. Et du coup, je voulais revenir sur, bah, sur l'histoire, en tout cas sur l'exemple des écrans, parce que moi, je suis en plein dedans là. J'ai un ado qui a 15 ans. On est divorcé avec mon ex-femme depuis 3 ans. On a eu alors la chance ou la malchance de lui offrir un téléphone portable pour ses 12 ans. Depuis, bah, il y passe un temps assez faramineux, comme à peu près la plupart des ados. Et puis, bah, j'ai pensé que c'était une bonne idée d'essayer de le responsabiliser et de lui faire prendre conscience que entre 4h30 et 7 heures de téléphone par jour, c'était pas raisonnable. Malgré toutes les possibilités que j'avais et tout ce que j'ai pu faire, ça n'a pas marché et j'étais absolument contre le contrôle parental. Et du coup, je lui ai imposé un contrôle parental, mais juste pour limiter le temps d'écran, pas pour faire, pour fliquer ce qu'il faisait ou quoi que ce soit, mais juste pour lui dire, bah voilà, maintenant on va bloquer à 1h30 par jour parce que ça suffit. Et donc là, j'ai été obligé d'imposer le truc. Et donc depuis, bah en fait, c'est un peu la guerre et j'ai fait à peu près pareil sur le Wi-Fi parce que le soir, au final, bah, il avait trouvé la parade, c'est que il allait dans sa chambre, il prenait son ordinateur et puis il regardait des séries jusqu'à point d'heure. Donc un soir, j'ai coupé le Wi-Fi et du coup, là, ça l'a tellement mis en rogne que bah, maintenant, il veut plus venir à la maison. Donc Non. voilà, ouais. Et puis bah, on va dire que sa mère, elle aime pas trop, enfin, elle, elle va dans son sens pour répondre à son besoin. Si on peut répondre. C'est pas un besoin. Exactement, je suis entièrement d'accord, mais du coup, pour le moment, il veut plus venir. Et le problème, c'est que là, c'est même pas. Et pourtant, moi, donc je suis informaticien, donc je passe 8 à 12 heures par jour, voire plus, devant mon ordinateur. Donc, je connais les risques et les problèmes que ça me fait sur mon cerveau. Mais du coup, là, je me retrouve dans un espèce de dilemme, comme tu disais, Aramine, bah, en fait, s'il y a moins d'écran, il faut montrer l'exemple. Je suis entièrement d'accord, sauf que moi, c'est mon métier. Et puis moi, je regarde pas TikTok ou Instagram toute la journée, quoi.
je travaille dessus et je travaille avec cet outil. Et là, du coup, la relation, elle est un peu cassée, principalement à cause de ça, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je voulais réagir sur le fait que c'est quand même pas super simple ces histoires d'écran, surtout aujourd'hui, quoi. Est-ce que je peux faire une proposition? Attends. Ah Alors, oui. attends, il y avait Oui. Mika qui attendait de parler, Ah, et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'ouvrir son micro, et je pense que ça va venir du coup. Mais merci déjà d'avoir exposé ton cas avec autant d'honnêteté, de transparence et tout ça. Enfin, ouais, voilà, tu nous donnes de la matière en tout par cas. rapport à ça, j'aurai une proposition le moment venu alors. D'accord. Je ne voudrais bien pas faire de Le Je vais truc, laisser à c'est que Mika. moi, effectivement, je voulais plutôt réagir au partage de Guilain. Donc voilà, je sais pas comment tu veux gérer le... Ah oui, alors attends, ce qu'on va faire, effectivement, peut-être qu'on permet d'abord voilà, des retours effectivement sur ce qui vient d'être exprimé par Io plus Plume. Et puis après, on reviendra effectivement aux histoires de temps passé avec l'enfant. Ouais, ok. Je Merci, peux Mika. parler? Oui, vas-y, Marc-Marie. Ouais. Oui. Donc, pour moi, c'est important de faire la différence entre besoin et manière de satisfaire les besoins. Par exemple, ici, dans le cas que Joplin, mais je ne sais plus, j'ai plus son nom, exprimait, c'est C'est Yo. de voir avec le garçon quel est son besoin là derrière. Et est-ce que c'est la meilleure manière de remplir ce besoin qu'il va peut-être pouvoir exprimer, j'espère? Quel est son besoin? Si c'est un besoin de contact, un besoin de distraction, c'est un besoin... Parce que à partir du moment où l'enfant peut exprimer ses besoins, on peut voir avec lui aussi quelle est la meilleure manière de satisfaire ses besoins. Et là, je pense que au lieu d'imposer un cadre obligé, je pense qu'il y a moyen de pouvoir négocier là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, il y a exprimer son besoin, c'est pas son fort, parce que bon, il n'a pas été à bonne école non plus. On va dire que moi, je découvre ça depuis quelques années maintenant, mais c'est l'âge qui m'a fait découvrir aussi ça, et puis ma nouvelle compagne. Lui, il intériorise beaucoup, donc du coup, c'est très difficile de lui faire sortir Ses besoins. besoin. Et puis il y a aussi ce côté malheureusement des jeunes d'aujourd'hui qui fait que en fait ils sont côte à côte dans le bus, mais ils se parlent pas. Mais par contre ils s'envoient des Instagram ou des Snapchat alors ils sont juste côte à côte, quoi. Mais c'est un peu le fléau d'aujourd'hui. Et donc son besoin que j'analyse après coup, ça serait tu m'enlèves mon côté social d'avec mes copains, quoi, principalement. En tout cas, juste pour le téléphone, quoi. C'est même pas forcément l'écran lui-même ou le besoin d'assouvir ce temps d'écran comme certains ou comme une drogue ou autre. Besoin vital. Le fait que bah, aujourd'hui, tout est fait pour garder le gamin sur le téléphone avec les flammes sur Snapchat, avec même les pronotes aujourd'hui où ils sont obligés d'aller voir les devoirs sur le téléphone. C'est quand même assez compliqué. Donc, et j'arrive pas à réguler correctement sans perdre la confiance, mais sans non plus lui faire prendre conscience que c'est pas bon pour sa santé, quoi. En tout cas, moi, ce que ça m'inspire, hein, ce que tu partages, c'est que ça part de l'intention la plus louable du monde, qui est de prendre soin de ton fils et de prendre, voilà, de protéger sa sécurité, sa santé. Après, moi, ce qui m'est venu quand tu as dit j'ai limité à 1 heure et demie le temps disponible, moi, ce qui m'est venu quand même, c'est que, pour être vraiment honnête, un petit choc en mode ah ouais, waouh, un jeune de 15 ans qui n'a qu'1 heure et demie d'écran par jour, ça me semble un peu radical comme cadre, et ça me semble assez extrême. Et, et je pense que si
si ce cadre est en large décalage en plus par rapport au reste de la population des jeunes de, on va dire, à peu près 13 à 17 ans, euh, il y a quelque chose dans son mouvement de rébellion que je peux aussi comprendre quelque part. Et ouais, j'aurais envie de te poser la question de manière assez brute et directe comme ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être allé un peu loin quand même et un peu trop fort là-dessus? Bah, euh, j'aurais tendance à réagir en disant que euh, aujourd'hui, si tout le monde sautait du pont, est-ce qu'il faudrait sauter du pont aussi? Même si on sait pertinemment que c'est pas bien, quoi. Enfin, il y a un moment où c'est pas parce que tout le monde passe 5 heures de téléphone par jour dessus, sachant que il y a le lycée, ben, maintenant c'est le lycée, mais avant c'était le collège. Il y a le collège, il y a les devoirs, il y a les activités extrascolaires, il y a le temps de repos quand même, le temps de dodo qui est quand même assez impressionnant. Il y a le temps bah, pour se restaurer, enfin voilà, le quotidien, j'ai envie de dire. Euh, si on met 1 heure et demie à 2 heures à tout péter, enfin, je trouve que c'est déjà énorme. C'est pas par semaine, c'est par jour, quoi. Enfin, moi, je, je pense que 1 heure et demie d'ordi ou de téléphone par jour, c'est quand même beaucoup. Enfin, il y a plein d'études qui montrent que ça ravage le cerveau. Et comme toutes les applications sont faites pour, garder l'attention et voilà, bah ça va absolument à l'encontre de ce que j'ai envie de faire pour protéger mon fils. Mais, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, il faut suivre la société, parce que la société aujourd'hui, elle dit bah, c'est 5 heures de téléphone par jour pour des ados de 13 ans. Parce que du coup, j'ai ma deuxième qui vient d'avoir 12 ans et bah, qui commence aussi à me tanner en me disant papa, je voudrais bien un téléphone portable pour appeler mes copines, quoi. Donc je me retrouve dans un dilemme de le premier, j'ai fait ça, je le regrette. La deuxième, bah, malheureusement, je sais qu'il va falloir y passer, mais comment bah, ne pas refaire les mêmes erreurs? Et puis après, je parle pas des deux autres qui sont derrière, mais qui sont encore plus petites. Donc, on a le temps, ça se trouve, ça aura changé. Donc, Inch'Allah, comme on dit. Mais voilà, au moins déjà pour la deuxième, essayer de ne pas faire la même erreur. Et puis essayer alors, je vais pas dire rattraper le coup avec le premier, mais en tout cas, réinstaurer quelque chose avec lui pour que, bah, déjà pour qu'il revienne à la maison, parce que c'est complètement con juste pour ça. Euh, et puis, euh, et puis faire en sorte que ça se passe mieux. Mais il n'y a pas cette prise de conscience qui fait que et pourtant, hein, je vous dis, hein, j'étais absolument contre les contrôles parentaux. Ça m'a énormément coûté d'en mettre un, quoi. Est-ce que je pourrais juste Et là- rajouter un truc par rapport à ce que Ramine a dit et juste sur ce point-là? Allez, vas-y. Bah en fait, Ramine, ce que tu as dit, moi j'ai pensé pareil en fait. J'ai eu la même réaction, 1h30, waouh! Et puis surtout par rapport au fait que juste derrière, ils disent que lui, il passe 8 heures sur son ordinateur et que du coup, ça ramène à ce que tu disais, Ramine, sur être un exemple, en fait, sur l'exemplarité. C'est-à-dire que si nous, on passe 8 heures sur notre ordinateur et puis qu'après, on dise à notre enfant, bah non, ça sera que 1h30 pour toi, c'est vrai que c'est pas très cohérent, c'est pas très congruent. Et puis, Oui, mais c'est pas même du tout le même cadre et la même utilisation. Enfin, moi, c'est mon métier premier. Je suis informaticien, je développe des applications. J'ai passé jusqu'à 16, voire 20, voire 36 heures non-stop sur mon ordinateur pour le travail. Là, on parle d'une personne. Enfin, ça voudrait dire que, en fait, il faut que j'arrête l'informatique, il faut que je me mette à élever des chèvres pour montrer l'exemple de mon fils, pour lui montrer que le téléphone, c'est pas une bonne idée. Enfin, il y a un moment où il y a une différence, à mon sens, une différence entre utiliser l'ordinateur ou utiliser le téléphone, peu importe, comme un outil et s'en servir de cette façon-là et passer bah, malheureusement le temps qu'il faut là-dessus. Typiquement, Pronote, je ne suis pas contre qu'il utilise Pronote parce que de toute façon, malheureusement, on n'a pas le choix aujourd'hui. Mais par contre,
passer 4 heures sur YouTube, TikTok ou Instagram ou Snapchat, bah, c'est quand même autrement différent que de l'utiliser de façon intelligente. Oui, non, mais Moi, je suis tout j'imagine à que fait tu as d'accord. largement. Oui, Je suis tout, oui, vas-y, non, Guillaume. mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. C'est que c'est pas la même chose de regarder TikTok ou ou de faire des projets. Et donc pour moi, donc j'ai un petit différent avec Ramin là-dessus. Mais moi, ce que j'ai surtout en tête, c'est que le môme, il a 15 ans et dans 2 ou 3 ans, t'as zéro autorité parentale. T'as zéro autorité. Il va faire ce qu'il veut. C'est bientôt fini. Et donc, aide-le comme tu peux. Je comprends, hein. Moi, je serais pareil si j'avais un môme qui passait 5 heures, 5 heures par jour à regarder TikTok et qui enchaînait ensuite des séries dans son lit, je serais pas heureux. C'est dur. Mais s'il a 15 ans, il va bientôt avoir 16, c'est bientôt fini, t'es dans une relation d'aide. T'es plus dans une relation d'autorité parentale. C'est presque fini. T'as bientôt plus l'autorité parentale. C'est un peu quelque chose dans les mêmes eaux que je voulais partager. Et du coup, là-dessus, on est assez proche, Guilain. C'est que quand tu parlais de si toute la société saute du pont, est-ce que je devrais laisser faire? Bah, alors, tu fais le choix de non. Et c'est juste que ça a des conséquences. Ça veut dire que si la société entière est en train de foncer dans un mur, bah oui, ça veut dire qu'il y a un effet d'inertie de foncer dans ce mur tous ensemble qui est là, qu'on le veuille ou non. Et donc, si tu veux extraire ton fils de cet effet d'inertie en imposant un cadre parental de manière, on va dire, euh, unilatérale, verticale, enfin, et d'utiliser ton pouvoir là-dessus, euh, la conséquence derrière, c'est que tu instaures un rapport de domination extrêmement fort. Et, euh, et en tout cas, moi, mon choix, c'est pas ça la direction que j'ai envie de prendre pour, comment dire, pour protéger mon fils même des dangers multiples et ambiants de la société. Et puis en fait, on pourrait même remonter à d'autres époques où chaque époque a connu son lot de dangers et de déviations par rapport à une vie saine, quoi. Euh, ouais, bah, je veux dire, quand la télévision est apparue, quand la radio est apparue, on va dire, quand chaque nouvelle technologie est apparue, ça venait avec son lot de dangers dans la modification de voilà, la structure cérébrale des gens. Enfin, euh, Et voilà, et donc si on a envie d'être à contre-courant, oui, j'aurais envie de dire, bah, c'est accepter plusieurs choses. Soit effectivement, bah, on s'extrait de la société, on va élever des chèvres dans le Larzac, soit bah, oui, on impose l'autorité parentale de manière forte, mais être du coup à contre-courant du milieu dans lequel on évolue et de la société dans laquelle on évolue, bah, c'est un coût énergétique fort et potentiellement ça vient avec des conflits intrafamiliaux violents bah, que tu es en train de connaître et sur lesquels justement tu vois bien que tu es en train de revenir parce que tu te dis, bah attends, mince, en fait quand même l'essentiel c'est qu'on puisse continuer à être en relation tout bonnement. Et là il a un âge où il peut se rebeller au point de quitter le foyer. Donc, voilà, enfin bref. Du coup on est un peu tous d'accord là-dessus, j'ai l'impression, et on se répète. Non, moi, ça Ah, m'inspire quand même un autre angle de vue. C'est Thomas Dansembourg qui dit de toujours privilégier le lien plutôt que le résultat. Quand on est dans une impasse au niveau du résultat, quand on se chicane pour fixer un nombre d'heures, moi, enfin, j'essaie de revenir toujours au lien. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mon fils? Et tu disais que tu avais du mal à partager peut-être ton ressenti, mais moi, ça me paraîtrait important de lui dire que t'as juste, qu'il te manque et que tu as juste besoin de vivre du temps de qualité avec lui, peut-être, et de partager tes peurs. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos garçons. On n'a pas du tout la même approche, mon mari et moi. Mais et du coup, j'invite toujours mon mari à dire, mais parle de tes peurs, ne sois pas dans le jugement de ce qu'il fait, parce que déjà, on ne comprend pas tout ce qu'ils font. Donc, essayez de comprendre, de faire de l'empathie, de comprendre ce que ça peut lui apporter d'être devant son écran, et lui dire, voilà, j'ai envie de te comprendre, j'ai envie d'être avec toi, et j'ai peur pour toi. Enfin, tu vois, d'explorer la zone du lien et des émotions et perdre un peu de vue le résultat qui parfois est conflictuel et sans issue. Voilà ce que j'avais envie de rajouter. C'est super. Je veux bien m'exprimer aussi. merci beaucoup. Merci Léo pour ton écoute. Du coup, je veux bien ouais, dire un mot et puis redire un mot sur le partage de Guilain aussi. Je vais être assez court. Euh, Moi, ce que ça m'évoque par rapport au partage de Yo, c'est que
Moi, j'ai un truc comme ça aussi chez moi, des fois de mettre des limites très fortes. En tout cas, j'ai appris ou j'apprends à voir comment je peux tenir compte effectivement de là où je viens. Ou genre, de manière plus générale, de ce truc que tu évoquais, de OK, je veux plus refaire les mêmes erreurs. Et en même temps, pour moi, il y a comment on peut tenir compte de ce qu'on a déjà fait. Et du coup, de le prendre à l'endroit où c'est, et pas à l'endroit où on aimerait que ce soit. De prendre la situation, voilà, telle qu'elle est. Du coup, moi, ça m'invite à mettre de la nuance dans les limites que je peux poser en repartant du point où on en est maintenant, même si j'aurais aimé anticiper davantage certaines choses à des moments. Et j'ai vu que, du coup, pour rejoindre aussi Guylain dans ce sens, il y a une forme d'accompagnement et de transition, en fait, de transitionner entre de là où on part, de là où j'aimerais aller et de là où on en est maintenant, et de l'accompagnement vers l'autonomie. On va essayer de prendre en compte ces différents éléments au mieux. Et du coup, j'ai aussi entendu, Guillaume, que finalement, enfin, un gros point de difficulté vient aussi du fait que vous êtes séparés et qu'il y a deux logements et qu'il y a euh, un fonctionnement différent qui engendre cette possibilité de fuir la situation pour lui et du coup, d'aller là où c'est plus facile. Mais Tout à fait. Tout à fait. voilà, je compatis sur cette difficulté-là, notamment quand il y a une difficulté pour discuter avec l'autre parent. Du coup. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour toute votre aide et je vais prendre ça un moment d'introspection et puis on va ressortir. Mais merci en tout cas. Ouais, merci pour ton ouverture. Et Mika, ça te dit d'enchaîner avec Ouais, un petit l'autre? mot par rapport au partage de Guilain sur aussi enfin, la crainte de ne pas passer assez de temps avec l'enfant, tout ça. Du coup, ça me donnait envie de partager mon vécu avec ma fille, qui va bientôt avoir 19 ans. Et, euh, et le fait que longtemps avec sa mère et du coup, et on est loin, donc je passe très peu de temps avec ma fille, très très peu. Et même si toute petite, voilà, on a créé un lien fort. Et en tout cas, je peux voir de là où ça en est qu'aujourd'hui, bah, ça n'empêche pas qu'on a un lien très fort, beaucoup de confiance, une grande complicité, malgré le fait que techniquement, le nombre d'heures passées ensemble est assez réduit. Donc j'avais envie d'insister sur la qualité du lien et de ce qui se vit, voilà, plutôt que sur la quantité, et que j'ai l'impression que ça n'empêche pas forcément. Oui, j'ai envie de rebondir là-dessus tout de suite, parce que je vis vraiment, je ressens la même chose que toi, Guilain. J'ai l'impression de passer très peu de temps avec mes deux garçons. On est chacun dans notre bulle, on fait nos trucs. Pareil, je fais mes trucs sur mon ordi, sur le leur. Et quelquefois, je me dis, waouh, mais attends, en fait, on vit pas ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ou même dans la voiture, quand je vais les chercher au bus, des fois, on rentre et on se parle même pas. J'étais un peu triste de ça, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, la simple présence, le simple fait d'être ensemble était hyper nourrissant pour eux comme pour moi. Euh, Parce que si je suis absente de la maison, même si en temps normal, on est chacun dans une pièce différente, hein, mais si je suis absente, ils vont me le dire après, ils vont me dire, waouh, on te voit plus, maman. Alors qu'en fait, on se voit pas vraiment. Mais si, on est physiquement en présence dans le même espace. Et ça change tout. Je me suis rendu compte de ça, que même être à côté de moi, faire un trajet en voiture côte à côte, sans un mot, on est nourri, on se nourrit l'un l'autre, en fait, on est bien, ça veut dire que pendant ce temps-là, on peut baisser les armes, on sait qu'on est en présence sécurisante d'un être aimé. Et j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps de la qualité de ce truc-là, en fait, de la présence invisible, mais qui est vraiment là. Et je me rends compte que moi, je suis un peu pareil, en fait, c'est-à-dire que je préfère quand ils sont quelque part dans la maison, même si on se parle pas, on se croise une fois ou deux pour se faire un câlin et manger sur un coin de table 10 minutes, sans forcément se parler beaucoup. Ben, je préfère quand ils sont dans la maison et que ça, c'est possible. Je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir aller leur dire un mot, faire un coucou, dire je t'aime, que s'ils sont pas là.
Et pourtant, si on comptait vraiment le temps passé en face à face, il est pas énorme, quoi. Mais j'ai compris que ça se passe ailleurs, quoi. La qualité de, enfin, ce qu'on peut s'apporter les uns les autres est vraiment, et je trouve ça énorme, en fait. Et je ne joue pas, je ne sais pas jouer avec eux non plus. C'est une petite frustration. Mon grand, il aimerait que je joue à Minecraft. Il adorerait que je m'y mette, mais c'est hors de question. Je suis trop nulle et j'ai pas le temps. Donc il va faire avec ça, avec cette frustration-là. Mais voilà, zéro jeu. Mais par contre, un amour et une entente vraiment belle, quoi. Si ça peut te rassurer. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que Nathalie a dit. Ça me fait penser. Vous m'entendez? Oui, Oui. Très bien. Ça me fait penser aux 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, jouer avec nos enfants, je pense que ça fait partie du langage quality time, le temps de qualité. Alors que ce que Nathalie évoque, c'est plus le physical touch, le contact physique, qui n'est pas nécessairement toujours le contact physique, vraiment le toucher. Ça peut être juste la simple présence côte à côte ou dans la même pièce ou dans le même logement. Et en fait, en fonction de notre besoin primaire, ben, il y en a un qui va primer sur l'autre. Donc peut-être que dans ton cas, Nathalie, et le cas de tes fils, ben, vous êtes haut en physical touch plus qu'en quality time peut-être. Et le principal, c'est qu'on soit raccord, c'est-à-dire qu'on arrive à nourrir les besoins de l'autre, quoi. On n'a pas forcément les mêmes. Ouais. Et ce qui est important de voir, c'est que chacun est nourri dans ses besoins d'amour, quoi. En tout cas, merci d'apporter tout ça parce que oui, c'est important de se foutre la paix aussi et de ne pas être dans une sorte de pression à la performance parentale. Ça aussi, c'est quand même une tendance que j'ai pu observer aussi, des parents qui se mettent la rate pour être les super méga giga super méga parents. Et ouais, c'est merci de soulager la pression. Mm. Je ne sais pas s'il reste encore un petit peu de temps, mais dans la question de Yo, moi, il y a un questionnement au niveau des écrans et notamment la différence entre contenu et écran. Parce que du coup, c'est un peu ce que j'entendais, c'est que bah, il y a surtout une histoire de contenu plus que de temps d'écran. Et moi, mon questionnement par rapport à ça, quand on parle de danger, etc., finalement, quels sont vraiment les dangers d'être devant l'écran ou d'être devant des contenus qu'on pourrait juger abrutissants, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends, parce que finalement, je me rends compte que c'est quand même complètement différent. Et là, merci Yo pour ton partage, parce que bah, c'est typiquement ça. Tu es informaticien, donc tu fais du travail reconnu et sur tes 8 heures d'écran, là où un autre type d'utilisation d'écran va être moins peut-être valorisé, mais du coup, où est le danger? Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais où est le danger entre vraiment être devant un écran et la différence de contenu qui, en effet, est par définition différente, mais qu'est-ce qui est où est le danger, quoi? Je sais pas si ça parle à quelqu'un ou si vous avez une piste. Il va y avoir des études scientifiques qui se disputent les unes Mhm. les autres, certaines Ouais. qui vont valoriser tout ce que ça apporte d'être, en fait, de jouer aux jeux vidéo, de faire du même, mais d'autres qui vont pointer tout le côté cycle de dopamine et tout ça, et le côté très addictif, et qui effectivement, ouais, affecte le cerveau d'une manière négative, quoi. Et là, c'est pas évident. Moi, j'étais un gros gamer, j'ai joué 4-5 heures d'écran par jour quand j'étais jeune. Je faisais du Counter-Strike et du boudoir à volonté après l'école. Et puis, mes parents m'ont jamais limité ou demandé de faire moins ou casse. Ils me faisaient complètement confiance que du moment que quelque part ça allait bien à l'école, c'est que j'avais bien me gérer quelque part. Et, euh, et moi, je suis assez Mm. convaincu que ça a développé des facultés mentales. Enfin, ça a contribué à développer des facultés mentales et des vraies facultés organisationnelles et d'exécution et tout ça, et de qualité d'attention, qui m'ont été, genre, même limite beaucoup plus utiles que tout ce que j'apprenais à l'école. Et que le temps que, vraiment de mon impression quand j'étais ado, j'ai l'impression que le temps que je passais à jouer aux jeux vidéo avait infiniment plus de valeur
que le temps que je passais à l'école, quoi. Et qu'à l'école, j'apprenais des trucs que je n'utiliserais jamais de ma vie, alors que ce que je développais en jouant aux jeux vidéo était là, pour le coup, vraiment utile, quoi. Enfin, là, c'était du vrai, quoi. Après, Et, Oui, très et subjectif, du, hein. je suis d'accord et avec du, toi sur ce point-là. Euh, Enfin, je suis aussi geek depuis que j'ai 10 ans, 9 ans. Donc, mon premier ordinateur, je l'ai eu à 9 ans. Donc je rejoins le côté jeu vidéo et tout ce que ça peut apporter. Alors, encore une fois, ça dépend du type de jeu vidéo, mais globalement, on va dire que dans les mécaniques de jeux vidéo, il y a quand même énormément de trucs qui sont bénéfiques sur le long terme et qui se voient pas. Alors, je passe le côté, la violence, le machin, tout ça, mais il y a une différence pour moi entre un enfant qui va jouer aux jeux vidéo que je vais considérer comme intelligent, d'accord, qui va amener à développer quelque chose et, et passer son temps sur des réseaux sociaux à regarder des vidéos de chats ou des gonzes qui sont en train de faire des conneries juste pour se faire mousser, quoi. C'est là, pour moi, le danger de tout ça, c'est que aujourd'hui, la plupart des ados que je connais et que je vois, euh, on se, certes, joue aux jeux vidéo de temps en temps, mais en fait, passent plus de temps sur leur écran à regarder un TikTok d'un gamin qui est en train de se foutre le feu au cul avec je sais pas quoi pour faire marrer les copains et pour faire de l'audience, de se faire une photo pour faire sa flamme du jour, pour être sûr d'avoir ces 375 flammes qui n'apportent en soi rien du tout, hormis du temps de présence sur le réseau social. C'est pas un Et besoin de se vider là. Non. pardon. désolé, mon micro. Non, non, pas de... et, et du coup, pour moi, c'est ça que moi je considère comme le danger. C'est que à la rigueur, il passerait 4-5 heures par jour sur son écran. Il passerait la moitié à jouer et puis la moitié à, s'instruire ou à trouver des trucs. Ok, pas de problème. Je le conçois, je le comprends, il n'y a pas de problème. Là, il passe 4 à 5 heures par jour à regarder du TikTok et à discuter avec ses copains, alors que son copain, il est sur il est sur dans le bus à côté de lui, quoi. Et du coup, il se parle plus, quoi. Il s'envoie juste un texto, comme nous, on se sera envoyé un texto. La seule différence, c'est que nous, à notre époque, le texto, il valait 3 euros, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est là, c'est là, à mon sens, le danger du truc. Et, 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 et si je reviens sur mes 1 heure et demie par jour, pour moi, 1 heure et demie par jour à envoyer des textos, c'est quand même énorme. Juste énorme. Par contre, c'est sûr que pour regarder des vidéos de chats, oui, bah c'est pas beaucoup. Je suis d'accord. Et en même Merci temps, beaucoup. ils peuvent. Attends, il y a Mika et Nathalie qui veulent Oui, parler. oui, Oui, pardon. il y a des mains levées. Juste une seconde, et je surveille le temps. Allez, il nous reste grand maximum jusqu'à 20 heures, et après on se dit que c'est vraiment la fin. Donc Mika d'abord, puis Nathalie, puis Gaël. Ouais, merci. Bah, du coup, les écrans, hyper passionnants, je pense, et hyper complexes, je trouve aussi. Euh, du coup, je voulais essayer de partager un point de vue un peu à la fois sur l'écran, mais aussi par rapport aux parents. Donc, en tout cas, quand des sujets comme celui-ci évoquent comment dire, la question de ce qui est dangereux, bien ou pas, en termes de jugement, quel qu'il soit. Euh, En tout cas, moi, et pour en avoir eu, voilà, plein de discussions avec la mère de mes enfants, etc., ou autres, moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça m'aide pas de rentrer dans des débats scientifiques ou d'argumentation. Personnellement, ça m'aide pas du tout à avancer. Du coup, j'essaye de sortir de ça et moi, en tant que parent, je m'encourage ou je nous encourage plutôt à connecter à mon ressenti. Et donc, il y a un endroit pour moi où soit ça fait oui, soit ça fait non, soit il y a une limite et du coup, j'essaie de sentir, en fait, est-ce que c'est juste une préférence de moi? Moi, c'est ma préférence.
ou alors non, là, c'est vraiment une limite pour mon enfant. Alors, ça me fait le même effet que s'il s'approchait d'une falaise et que c'était trop dangereux pour moi. Voilà. À quel point ça vient m'impacter et du coup, à quel point c'est juste pour moi de mettre une... Et après, je peux accueillir que c'était peut-être juste, c'était peut-être pas juste ma limite, mais là, c'est juste ce que je peux, quoi. Et du coup, je fais avec, j'accepte ma limite et après, ben, je peux bosser dessus, je peux aller voir où est-ce que ça vient me toucher, mais ok, de voir que là où elles sont. Euh, là. Et puis l'autre truc, ouais, c'est de ça rejoint quand même un peu ce que disait Ramine, c'est que pour moi, il y a quand même un truc forcément générationnel qui est revécu à toutes les générations et qui, pour moi, il y a un truc qui me détend, c'est qu'en même temps, on peut dire, bah, pour moi, c'est aussi euh, normal et légitime qu'il y ait une forme enfin, le monde évolue et en plus peut-être de plus en plus vite, et qu'il y ait une forme de confrontation générationnelle, qu'il y ait une forme de dépassement en fait, et une forme d'incompréhension des fois à ce que ce que vit la nouvelle génération. Je peux pas forcément y accéder. Et en plus aussi parce que il y a pour moi, pourquoi cette génération vit ça à ce moment-là en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la société qui fait qu'elle vit ça? Et du coup, ça rejoint un peu ce que disait Ramine. En même temps, il y a un moment, il y a un endroit qui me dépasse. Si je suis dans la société, bah, je aussi une forme d'acceptation de ce qu'elle est aujourd'hui, même si du coup ça amène mon enfant vers quelque chose qui me semble pas souhaitable. Voilà. Du coup, avec toutes les difficultés. Merci. Merci, Mika. Nathalie? Ouais. Moi, j'aime bien regarder la relation avec mes fils à plus long terme, à voir quel genre de relation j'ai envie d'avoir avec eux, jeunes adultes, très bientôt, demain. Et j'ai envie de les aider à développer leur esprit critique. Et je me pose vraiment à côté d'eux en observateur de ce qui se passe. Et j'aime bien l'idée de partager, de parler de tout, de dire, et moi, ça m'inquiète, et toi, qu'est-ce que t'en penses? De vraiment en faire des parties prenantes de cette réflexion-là. Parce que, comme disait Guylain tout à l'heure, dans 2, 3 ans, ils sont majeurs et ils seront confrontés à tellement de trucs où ils devront prendre des décisions tout seuls. Donc j'aime bien essayer de prendre un peu de hauteur, de recul et d'essayer déjà d'incarner la relation que j'aimerais avoir avec eux plus tard, de leur faire confiance, enfin, d'aborder vraiment tous les sujets et de développer leur analyse et leur esprit critique. Et, euh, et par rapport à l'impact des écrans, j'aime bien aussi regarder au niveau du ressenti. Enfin, qu'est-ce qui se passe là pour nous, pour eux? Est-ce que ça dégrade? Est-ce que ça impacte la qualité du lien qu'on a? Est-ce que ça vraiment impacte leur humeur? Est-ce que ça impacte leur capacité d'émerveillement pour d'autres choses dans la vie? Et depuis qu'ils sont tout petits et qu'ils sont sur les écrans, j'ai toujours été attentive au fait qu'ils ils gardaient toujours leur capacité d'émerveillement pour une fleur, un animal, la nature. Ils sont capables de faire les deux. Cette génération-là est formidable. Et j'aime bien, ça me rassure beaucoup de voir qu'il y a un équilibre dans tout ce qu'ils vivent. Il y a une zone que je comprends pas bien et qui m'inquiète aussi. Mais à partir du moment où je vois que ça rentre dans un équilibre et qu'ils gardent leur âme d'enfant et que notre relation est belle euh, et qu'on peut parler de tout, alors je lâche prise et je suis rassurée. Euh, voilà, je suis dit. Gaël, tu voulais partager aussi quelque chose avant que je fasse un mot de Oui, conclusion? Mm. merci. Pardon, je n'avais pas vu tout à l'heure qu'il y avait des mains levées. Mm. C'est pas Euh, grave. ouais, je voulais dire, attends que je me souvienne du coup. Ouais, je pense que le contenu abrutissant, il se trouve aussi en dehors des écrans. Enfin, je veux dire, je suis pas sûre que les adolescents, ils partagent nécessairement entre eux des choses toujours hyper enrichissantes ou quoi. Même en dehors des écrans, ils peuvent
juste se charrier ou faire des choses qui sont pas intellectuellement hyper avancées ou complexes ou quoi. Et que du coup, bah, oui, sur les écrans, ils vont regarder des choses qui sont pas hyper enrichissantes, qui sont peut-être abrutissantes, mais en dehors des écrans, bah, c'est pareil en fait, hein. Donc, ça, c'était le premier truc. Et puis, deuxième truc, bah, c'est vrai qu'on juge beaucoup TikTok, tout ça. Bon, moi, j'ai pas TikTok, hein. Dès que c'est sorti, moi, j'ai compris que j'étais vieille, même si je me considère pas du tout comme vieille, mais là, ça a passé un cap où là, j'étais dépassée. Mais je garde quand même en tête que oui, il y a un truc générationnel dans le sens où bah moi, quand j'étais jeune, mes parents, les jeux vidéo, pour eux, c'était pas les jeux vidéo et la télé, pour eux, c'était abrutissant. Et ils n'allaient pas regarder est-ce que tel jeu vidéo était enrichissant plus qu'un autre. Ils n'allaient pas essayer de voir la différence entre les différents jeux vidéo, les différents contenus et tout ça. Ils mettaient tout dans le même panier, quoi. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là aussi que bah, on va remettre en cause TikTok, les réseaux sociaux et tout ça. On met tout dans le même panier. Puis voilà, on se dit tout ça, c'est pas bien, c'est mauvais. Après, je dis pas que les écrans, c'est forcément bien et que TikTok, c'est génial et tout ça, hein. Mais bon, j'ai un peu l'impression que c'est vrai que ce que les jeunes font, on a un peu tendance à dire ouais, la génération alpha ou même Z, ils sont abrutis, tout ça, une génération perdue et tout. Mais j'ai l'impression que chaque génération dit la même chose. Que nos parents, leurs parents, ils leur disaient déjà ça. Donc, ouais. Ouais, merci, Gaël, t'as pas mal aussi repris des choses que Mika avait partagées aussi. Je rejoins cette impression. Et puis, bah, en conclusion, j'aurais envie de dire que je suis pas très étonné qu'il y ait pas mal d'énergie, de temps qui ait été consacré à cette question, qui est assez centrale et je trouve que c'est bah, le terrain, enfin pendant notre génération, le terrain le plus privilégié finalement de mettre en pratique là, tout ce qu'on s'est dit pendant cette conférence, à savoir bah, comment à travers ce défi de cet objet qui suscite beaucoup de méfiance, beaucoup de crainte, beaucoup de peur, donc beaucoup d'émotionnel, voilà, chez tout le monde. Et comment traverser tout ça dans un mode coopératif, comment créer une relation de confiance autour Ouais, c'est ça. de ce qui est un défi pour tout le monde, et que ce soit les tâches de ménage, que ce soit la question des écrans, que ce soit la question des bonbons quand ils sont plus jeunes, que ce soit la question toutes les questions qui suscitent des craintes, des peurs et de l'émotionnel chez nous, ben, pour moi, c'est des merveilleux terrains d'entraînement en fait pour se demander, ok, eh ben, en fait, à travers cette épreuve, comment est-ce que je la traverse pour que un peu ce que disait Nathalie, quoi, privilégier le lien. Comment est-ce que si je mets vraiment la qualité du lien comme, on va dire, valeur centrale ou en tout cas objectif premier de la vie familiale, euh, ouais, quel processus en famille, quelle manière de communiquer, quelle manière de relationner pour traverser tous ces défis ensemble, voilà, de la manière la plus coopérative possible, quoi. J'ai envie de vous laisser avec ce petit mot de conclusion. Voilà. Moi, je voudrais juste dire, j'ai été spécialement touchée par l'intervention de Nathalie. Mm. Je trouve que c'était très concret et enfin, je me suis sentie vraiment en accord avec tout ce que Nathalie disait par rapport à sa relation avec ses fils. Et j'avais envie vraiment de la remercier. Merci Marthe, Marie. Ouais, merci Euh, aussi à toi, Marthe Marie, pour tes interventions, à Mika, Guilain, Gaël, Aline, toutes les personnes qui sont exprimées, Yo. C'était vraiment riche d'avoir ce format interactif. Merci Ramine d'avoir ouvert cet espace et ça donne envie d'être au festival pour changer, c'est ça. partager. Bah oui, c'est un aperçu de ce qu'on aimerait vivre vraiment tout au long du festival, ces échanges sur nos Et pratiques, sur depuis, notre... Gaël.
Et depuis la dizaine d'années là où on vit ces rencontres régulièrement, les différentes rencontres qu'on a notamment organisées au sein de DEC France, c'était cette même qualité d'échange à chaque fois, beaucoup de découvertes, beaucoup d'interconnaissances, de partage de témoignages et tout, qui était super enrichissant. Donc voilà, nous, Nathalie et moi, donc on est les co-organisateurs de ce festival à la base. Enfin, on a initié l'idée et on avait vraiment à cœur de recréer cette ambiance de richesse de partage qu'on a connue toutes ces années. Et, euh, et voilà, on a préparé un super programme. Venez. Mhm. Oui, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée Merci à tout le beaucoup. monde. Merci à Salut. tout le monde. Merci, merci beaucoup à Ciao, tout Merci. le monde. ciao. Merci. Merci, merci à tout le monde.